Les vacances scolaires sont l'occasion de se reprendre en main. De plus en plus d'organismes proposent des vacances utiles pour progresser en maths ou en anglais. On en parle avec nos invités. Alors, Anne Carayon, vous êtes directrice générale de l'association Jeunesse en plein air. Bonjour. Bonjour. Lydia Thierus, chargée de mission à l'OVLEJ, l'Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes. Bonjour. Bonjour. Amandine Ripé, responsable des séjours d'été de l'organisme Langue Vivante. Bonjour. Et Éloi Passot, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour. Alors, Éloi, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est qu'un summer camp? Apparemment, c'est le truc à la mode en ce moment. Oui, on peut commencer par les summer camps, effectivement. Donc, il s'agit de séjours linguistiques à l'origine qui se déroulent à l'étranger. Donc, généralement, ça prend la forme de vacances à thème au cours desquelles vous allez pouvoir apprendre une langue. Donc, ça peut être par exemple aller faire de la randonnée dans un parc américain avec des jeunes de là-bas, ou ça peut être faire du théâtre dans un collège en Angleterre, ou je ne sais pas, apprendre à tourner un court-métrage par exemple à Hollywood. Est-ce que ça existe en France ? Alors oui, ça existe en France maintenant, ça vient plutôt des États-Unis à l'origine, mais ça s'est petit à petit développé en fait sur tout le continent européen après les périodes de confinement. Alors c'était souvent proposé par des structures privées, mais en fait le modèle a tellement de succès qu'effectivement aujourd'hui il y a des mairies aussi qui peuvent proposer ce genre de séjour. Et l'avantage c'est que dans ces cas-là c'est souvent quand même moins cher que lorsque c'est proposé par des structures privées. Je vous donne juste un exemple, le séjour de 2 semaines aux États-Unis par l'organisme privé ASL, ça coûte quand même 4 000 €, donc c'est un budget important. Donc ça, c'est pour les summer camps. J'en viens maintenant aux colos apprenantes. C'est un terme qui peut renvoyer à un dispositif gouvernemental qui avait été mis en place en 2020, là encore au moment du Covid. Et en fait, l'idée, c'était de mettre en place des vacances qui allient un peu l'aventure et l'apprentissage, parce qu'il y avait eu des années scolaires très lacunaires. Mais après, ça avait été le dispositif avait perduré parce qu'il avait eu beaucoup de succès. Mais derrière le thème colo apprenante, on peut mettre aussi tout un tas d'autres choses, tous les camps d'été qui sont proposés par différentes structures privées pour avancer en maths, en français, en anglais, que sais-je. On peut citer plusieurs organismes, Téligo par exemple qui est assez connu, Alvéus Club, Croque Vacances, l'association Sciences Ouvertes et j'en passe. Et il n'y a pas que les maths ou l'anglais, justement, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, Téligo, il propose un stage d'été où vous allez, pour les bricoleurs un peu, où vous allez apprendre à construire votre propre robot. Donc il y a plein de choses très originales. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que même les écoles s'y mettent. Par exemple, Polytechnique accueille chaque année au mois de juillet, pendant une semaine, une quarantaine de boursiers pour un apprentissage spécifique scientifique en immersion sur le campus. Lydia Thierus, est-ce que vous avez perçu cette tendance en fait des séjours, des colos un peu apprenantes, intelligentes ? Bien sûr, on constate une évolution, toute somme relative. On a en tout, sur la saison 2023-2024, un peu moins de 48 000 séjours collectifs qui ont été organisés, ce qui a permis de faire partir plus d'1,3 million d'enfants. Et notamment, le Code de l'action sociale distingue 4 types de séjours, dont les séjours de vacances, donc on appelait globalement les colonies de vacances, et qui ont même eu un taux d'augmentation de plus 1,6% cette année. Ah d'accord. Anne Carayon, on parle souvent des colonies de vacances qui sont qui ont des difficultés. Pourtant, parfois, est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que les parents ont toujours envie d'envoyer leurs enfants en colo, ou bien c'est moins qu'avant? Les parents ont toujours envie d'envoyer leurs enfants en colo. Par contre, pour que les parents aient envie, il faut qu'ils connaissent eux-mêmes. Aujourd'hui, on a des jeunes parents qui ne sont pas partis eux-mêmes en colonie de vacances et qui, en fait, n'y pensent pas. Et des dispositifs d'État comme les vacances apprenantes ou le pass colo permet justement de faire dire à des parents « Ah tiens, je n'y avais pas pensé ». Et pourquoi pas inscrire mon enfant en colo. Est-ce que parfois il y a des peurs en fait, je ne sais pas, il y a beaucoup de faits divers, on est bien placé pour le savoir au Figaro. Est-ce qu'il n'y a pas des parents tout simplement qui ont peur de laisser leur enfant partir? Mais bien sûr, et c'est
tout à fait normal. Et en particulier les filles. Enfin, je ne voudrais pas être parano, mais voilà, parfois... Je crois que c'est vrai aujourd'hui pour tout le monde. Et en fait, c'est tout l'enjeu et tout l'intérêt aussi du départ en séjour collectif, c'est d'apprendre à se séparer et de permettre aux parents de le faire en toute confiance. Donc pour ça, il faut bien choisir son organisateur. Il faut pouvoir peut-être aussi demander à l'organisateur comment est composée l'équipe. Il faut oser poser des questions pour être rassuré et laisser partir son enfant. Et c'est important pour grandir que d'apprendre à se séparer et revenir fier à la maison en disant oh, tu sais papa, maman, j'ai appris à faire ça, je sais faire ça. C'est très très important cette expérience. Mais c'est vrai que les parents ne sont pas forcément partis. Amandine Ripet, est-ce que vous proposez surtout des séjours linguistiques, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a aussi une évolution? Est-ce que les séjours linguistiques d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier? Alors ce ne sont certainement pas les mêmes qu'hier, ça évolue, mais dans un sens positif, je dirais, parce que c'est de plus en plus connu, notamment. Et je pense que ça a aussi un lien avec le Covid. Et c'est vrai que comme les parents sont de plus en plus au courant, ils ont envie d'offrir cette opportunité aux jeunes aussi. Et c'est important qu'ils choisissent en effet bien leur organisme. Il faut aller à la rencontre, il faut en parler, il faut poser les questions. Et ces colonies, ces camps de vacances pendant l'été, par exemple, c'est un excellent moyen pour un premier départ et une première séparation aussi. Et on voit que comme c'est de plus en plus connu, il y a de plus en plus de jeunes qui partent chaque année. À quoi ça ressemble un séjour linguistique ou une colonie de vacances à l'étranger, que sais-je, aujourd'hui? Qu'est-ce qui est un peu étonnant? Alors c'est une question très large parce qu'il y a tellement de formules différentes. Est-ce qu'on peut donner un exemple de formule qui est proposée aujourd'hui? Bien sûr, ce qui va être très populaire par exemple, ça va être les séjours en Angleterre par exemple, où on combine par exemple le matin des cours de langue et l'après-midi c'est une activité. Ça peut être du sport, ça peut être des cours aussi de robotique, on en parlait, il y a plein de formules différentes pour tous les intérêts que peuvent avoir les enfants et les ados. C'est-à-dire maintenant, il faut proposer des choses qui peuvent être aussi un peu utiles finalement. Utiles et ludiques surtout. C'est surtout ça que les parents recherchent, c'est de sortir de ce cadre scolaire et d'avoir un apprentissage, notamment de la langue, dans un encadrement beaucoup plus ludique où les jeunes se disent « Ah ben en fait c'est fun d'apprendre une langue ». C'est ça le but. D'accord. Vous préparez aussi aux examens? Il y a le côté le bac, le brevet, les concours. Alors, on ne prépare pas spécialement à ce niveau-là. Ça va vraiment nous être côté langue. On peut avoir des cours préparatoires, comme on peut dire, à certains examens, mais ça va être des examens de langue uniquement. D'accord, pour Cambridge, TOEFL, etc. IELTS et tout ça, oui. Éloi, quand on parle de colo, on parle des enfants, mais ça existe aussi pour des jeunes adultes? Oui, tout à fait. Peut-être qu'on a des téléspectateurs qui sont concernés et qui souhaitent partir en vacances. Alors je m'adresse particulièrement à eux. Si vous êtes étudiant ou si vous êtes jeune pro, si vous voulez partir en vacances cet été, mais que éventuellement vos copains râlent parce qu'ils n'ont pas le même budget ou ils n'ont pas les mêmes dates de vacances que vous, ils n'ont pas les mêmes envies, et bien rassurez-vous, il y a aussi la possibilité d'aller barouder dans des beaux pays avec des gens de votre âge. Mais pour les plus réservés, il faudra juste faire un effort de sociabilité pour faire connaissance. C'est des espèces de colonies de vacances, effectivement, pour les jeunes étudiants. Alors, est-ce qu'il y a des agences de voyage ou des organismes qui proposent, vous nous direz si vous le proposez aussi, qui proposent ce genre de colo pour jeunes? Oui, l'offre peut être très variée. Donc, on peut partir faire une semaine de repos entière à Saint-Tropez, on peut faire 10 jours de vélo en Corse, on peut partir à la découverte des grandes villes du Vietnam. Donc, il y en a pour tous les pays, tous les styles de vacances. Si vous êtes une femme et que voyager seule, ça vous inquiète, il y a aussi une agence qui propose des voyages, des séjours entre dames. Voilà, en gros, vous signez pour des vacances avec des inconnus, mais vous êtes sûr qu'ils ont à peu près les mêmes envies que vous et peut-être que ça sera même devenu des amis à la fin du séjour. L'idée, c'est de créer du lien entre les vacanciers. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est même central dans ces propositions-là. Parce que la plupart du temps, dans les séjours qui sont proposés avec ces agences, en fait, les vacanciers partagent, par exemple, un même dortoir où ils doivent aussi partager tous leurs repas. Et ils sont, pendant tout ce temps-là, sous la responsabilité bienveillante d'un organisateur qui veille à ce que cette dimension vie de groupe soit vraiment respectée pendant le séjour. Et donc, c'est ça qui en fait des espèces de colos, quoi, et pas simplement des voyages. Alors, comment ça se passe si on tombe sur des gens avec qui le contact ne passe pas du tout? C'est le risque. Forcément, on ne peut pas le prévoir. Mais en tout cas, il y a certaines agences qui essayent justement de limiter ce risque-là. Donc, elles peuvent organiser des rencontres pendant l'année
avant de partir en voyage. Il y en a d'autres qui mettent même à disposition des conseillers qu'on peut appeler quand on est particulièrement inquiet. Enfin bref, en tout cas, c'est un concept un peu étrange et on n'y apprend pas les maths ou le français, mais on peut y apprendre la vie de groupe et c'est pas forcément plus facile. Amandine Rivet, je me tourne vers vous pour réagir là-dessus. Vous organisez des sessions effectivement plutôt tournées sur les langues, donc j'imagine que c'est plutôt un public d'adolescents que ça s'adresse ou encore plus jeunes. Est-ce qu'il y a aussi une demande du côté peut-être des étudiants, voire même des jeunes professionnels, un peu ce public-là dont on vient de parler? Totalement, parce qu'on peut avoir beaucoup de professionnels qui vont venir vers nous parce qu'ils ont un nouveau travail par exemple et c'est uniquement en anglais, alors ils sont très calés dans leur domaine en français, mais quand il faut trouver les termes en anglais, par exemple, ou dans une autre langue, c'est plus difficile. Donc là, on va avoir des séjours adaptés, par exemple des immersions chez le professeur. Ils sont accompagnés par un professeur, ils vivent avec ce professeur et sa famille, et ils ont des cours particuliers sur ce sujet qu'ils doivent maîtriser. Donc, on va avoir de tous les âges et on a des formules pour tous les âges et qui sont adaptées en fonction des objectifs et du budget. D'accord. Et c'est le gros de votre clientèle, ces gens-là, ou c'est plutôt périphérique? Ça va quand même rester les jeunes, les adolescents, les summer camps. Voilà, je vais dire entre 14 ans et 25 18. Ans, ça va être la grosse majorité. Après, on va avoir des adultes et des professionnels un petit peu tout au long de l'année. D'accord, ouais. Anne Carayon, j'avais une question justement sur le prix des colos, parce que c'est quand même un aspect important. Est-ce qu'on peut se faire aider? Est-ce qu'on peut donner déjà une idée du tarif de ces séjours? Alors là aussi, ça va dépendre si le séjour est sous toile, si c'est un hébergement en dur, si c'est un séjour de proximité, s'il est plus lointain. Donc il faut compter à peu près quand même en moyenne entre 70 et 100 euros par jour. Ça dépend là aussi, encore une fois, des organisateurs. Après, il existe des aides. Donc environ une semaine, c'est de l'ordre de 800 euros par semaine. Un peu moins. Voilà. Ça dépend. Quand c'est en France, par exemple. Ça va entre 500 et 800 euros. D'accord. Voilà. Et voire pour des camps de scoutisme un peu moins, puisque là, on a un encadrement qui est bénévole. Là aussi, ça dépend alors des activités qu'on va faire durant le séjour. Forcément, si vous faites un séjour itinérant en vélo, par exemple, ça ne sera pas le même coût que si vous allez faire un séjour plongé en Corse. Voilà, de fait. Ou Summer Camp, on en parlait aux États-Unis, qui est très à la mode. Là, c'est de l'ordre, je ne sais pas si vous avez beaucoup de demandes là-dessus, mais c'est de l'ordre de 4 000 euros. Enfin, c'est assez cher quand même. Après, donc, il existe des aides. Il y a les aides, alors des comités d'entreprise, on en parlait. Les familles qui sont allocataires de la CAF ou de la MSA ont aussi des aides classiques, on va dire, de la CAF. Maintenant, se rajoute... la caisse d'allocation familiale. Oui, pardon. Et la mutualité sociale agricole pour la MSA. D'accord. Voilà. Et puis, on a aussi les aides Pascolo qui se sont mises en place. C'est une victoire et nous sommes très heureux que ça se soit mis en place. C'est tout nouveau. Ça s'adresse aux enfants nés donc des enfants qui ont 11 ans ou 12 ans pour cette année. D'accord. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre à toute une génération de partir en colo. On sait que dans les déclencheurs du départ en colo, il y a partir avec des amis. Et l'idée, c'est de se dire... en cours de récréation, on se dit, tiens, qu'est-ce que tu fais cet été? Mais moi, je vais partir dans tel colo, je vais faire ça. Ah tiens, pourquoi pas moi? Et l'idée, c'est de pouvoir lever le frein financier si la famille n'a pas les moyens. Donc, et puis, il y a les aides colo apprenantes qui existent encore et qui sont un véritable levier. Donc, des aides, il en existe, il faut se renseigner. Partir, c'est pas uniquement pour passer des vacances, on apprend des choses. Partir en colo, c'est ça qu'il faut se dire. Toutes les colonies sont apprenantes quelque part. Parce que vous l'avez dit, les enjeux pour les adultes, apprendre à vivre ensemble, c'est aussi vrai pour les enfants. Donc la première chose qu'on va apprendre, finalement, on va avoir des apprentissages pour soi autour de se responsabiliser, être autonome, prendre confiance en soi. Tout ça, c'est très très important. Et puis après, on va apprendre à créer du lien avec les autres, à comprendre les différences aussi, peut-être à ne pas s'entendre, mais ça fait partie des apprentissages aussi. Et on se rend compte que tout cela va permettre de se construire une multitude de souvenirs et construire finalement l'adulte de demain. Donc c'est essentiel dans notre société. C'est pas comme l'école. L'école est tout à fait différent en fait. Là, on fait des choses ensemble, on va faire du sport, construire des choses. Vous parliez des scouts, on construit des installations. Enfin, on va s'amuser. Le premier objectif pour le jeune pendant les vacances, que ce soit pour les langues ou c'est de s'amuser et c'est de passer un bon moment. Et derrière, il va y avoir de multiples apprentissages, mais on ne les voit pas forcément. Et pourtant, quand on revient, on est capable de dire ah ben tiens, je vais te préparer un repas, maman, parce que j'ai appris à faire ça. Le fameux concours de cuisine. Voilà, le fameux concours de cuisine. Mais on a tous des souvenirs.
souvenir. Voilà, exactement. Et je me souviens encore du menu que j'avais préparé. Est-ce que vous le refaites de temps en temps? Ouais, parce que c'est des menus sans four, sans rien, donc c'est pas facile. Lisa Thérius, vous êtes voilà, à l'Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des exemples de colos ou de séjours pour les enfants qui sont, on parlait intelligents, apprenants, qui sortent de l'ordinaire? Du coup, comme je dis, on a 4 types de séjours collectifs. Dans des séjours qui sont spécifiques, comme les séjours sportifs, linguistiques, culturels ou artistiques. On a les séjours de vacances, donc les colonies de vacances, mais aussi d'autres types de séjours. Par exemple, les séjours dits activités accessoires aux activités de loisirs, par exemple. C'est-à-dire c'est un accueil de loisirs qui va proposer une activité et puis il va étendre son activité sur plusieurs jours. Donc il va devoir avoir une nuit sur place. Voilà. Mais il n'y aura qu'une nuit, en fait, ce ne sera pas comme une colo où on part 15 jours. Non, ouais. Ça s'est beaucoup développé quand même. Hein, des types mini-camps, en fait. Des mini-camps. C'est ça, ouais. Je pensais à quelque chose, c'est que quand même tout ce qui est centre de loisirs et même les séjours, les stages, maintenant on en voit partout en région parisienne, les stages de tennis, même les stages organisés par les organismes de soutien scolaire qui proposent des stages pendant l'année, pendant les vacances je veux dire. C'est beaucoup proposé aux parents finalement. Les parents, ça les rassure parce que les enfants ne dorment pas loin de chez eux. Ça n'a pas fait du mal finalement aux organismes de colonies de vacances, je ne sais pas. Non, au contraire, on constate que 21% des enfants qui participent à une activité de loisir partent après en séjour collectif. Donc c'est vraiment un levier pour partir après en séjour de vacances. Ouais, oui. Ça leur donne envie finalement pendant les vacances de ne pas forcément voir leurs parents. Donc ça donne envie, du moins. Et ça rassure peut-être aussi les parents de se dire c'est possible, puisque ça se passe bien à proximité, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. Ouais. Mais j'étais un peu étonnée de voir, souvent on voit des articles comme quoi les organismes de séjour, de colonies de vacances sont en difficulté, alors qu'il n'y a jamais eu autant de femmes qui travaillent aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des ménages, les 2 parents travaillent, donc ça devrait exploser finalement. C'est vrai qu'on constate parmi les profils des familles qui envoient leurs enfants en séjour collectif, c'est surtout des familles qui ont des revenus assez élevés et qui peuvent avoir les moyens d'envoyer leurs enfants dans les séjours collectifs, par exemple. Oui. Vous voulez dire qu'avant, c'était peut-être un peu plus populaire, la colonie de vacances? Disons que nous, dans nos chiffres, ce qui ressort en majorité, c'est vraiment des profils de familles qui ont des revenus plutôt aisés. Ouais, ça, c'est vraiment ça. Vous l'observez aussi pourtant, il y a... Comment on peut expliquer ça? Parce que c'est vrai que moi, j'avais le souvenir, je sais pas, dans les années 70, c'était plutôt des familles plutôt populaires, en fait, qui partaient en colo. Mais c'est parce que les choses évoluent aussi. On a un autre contexte qu'à l'époque, forcément. Et chaque année, malheureusement, les prix augmentent. Donc, il y a moins de familles qui peuvent se le permettre. Et donc, c'est pour ça. Et puis, il y a eu pas mal de lois qui obligent aussi les animateurs à être payés, alors qu'à une époque, on ne les payait pas vraiment. Ouais. Hein, Alors, il y a le contexte économique, la masse salariale, quelque part, qui peut jouer, en effet, sur le coût du séjour. Mais encore une fois, moi, je crois qu'il faut créer l'envie. Et des études de Lovelace le montrent aussi, c'est-à-dire que les enfants sont prescripteurs quelque part. L'enfant va décider aussi de partir en séjour. Donc, finalement, c'est faire savoir. Je pense qu'on parle assez peu des colonies de vacances et assez peu positivement. Donc, merci pour cette émission aussi. Parce que, quelque part, quand on entend parler des séjours, de nos séjours... C'est quand il y a eu des accidents, la rubrique fait divers. Hein. Je ne suis pas sûre, si je suis parent et que je ne connais pas, d'avoir envie de connaître plus. C'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai des enfants et au début, j'étais un peu terrifiée à l'idée d'envoyer mon enfant. Et puis finalement, la mairie, parce que les mairies sont quand même favorisent les colonies de vacances, c'est au hasard de la publication du journal de la ville que j'ai découvert. J'ai envoyé un de mes enfants, il était enchanté. Donc finalement, c'est faire connaître, c'est très important. Oui. Et le lien de proximité avec la mairie, ça peut être aussi joué, c'est-à-dire que c'est rassurant. Si c'est la mairie, on est rassuré. Bon, même si on n'est pas du même bord, hein, politique, c'est pas grave, c'est rassurant. On se dit qu'il y a les enfants du quartier qui vont y aller, qu'il y a les voisins, on va en parler entre voisins. Et c'est vrai que c'est un petit côté rassurant. Éloi, vous n'êtes jamais parti en colo? Moi, j'ai pas fait de colonie de vacances, mais quand j'étais enfant, je chantais dans un chœur, donc on partait faire des tournées, soit à l'étranger, soit en France.
Donc c'était un format un peu différent. Et puis là, c'est des séjours intelligents. Et là, c'est des séjours, oui, c'est musical, mais comment dire, on s'entraîne toute l'année pour pouvoir partir, faire des concerts pendant l'été. Donc il y a un côté, c'est comme une troupe de théâtre qui donne son spectacle au mois de juillet, quoi. Il y a un côté travailler sa performance et puis sur la durée. Et puis aller se produire sur scène une fois qu'on a bien travaillé. Ça vous a appris des choses comme ça, de partir loin de chez vous Bien sûr, la vie de groupe, l'autonomie, parce qu'on est loin de sa famille pendant... souvent, c'était 3 semaines. Ça pouvait démarrer dès la 6e, donc c'est quand même assez tôt. Et puis, il y avait certains voyages qui étaient à l'étranger aussi, donc c'était très, très enrichissant. J'en garde beaucoup de points, de souvenirs positifs, ça c'est sûr. Lydia, il y a beaucoup de vacances musicales. Moi, j'ai un peu feuilleté les catalogues de colos, etc. Et il y en a beaucoup. Des semaines pour ceux qui sont au conservatoire, il y a des semaines de violon, des semaines de piano, des semaines de chant choral, comme Éloi. Mais lui, c'était avec la maîtrise de son école, c'est un petit peu différent. Nous, ce qui ressort dans les chiffres, c'est sur les séjours qui ont une activité principale comme dominante, c'est plutôt des activités autour des activités physiques et sportives, sur la nature et de l'environnement et sur la découverte d'un patrimoine et d'un pays, ou d'un pays. C'est vraiment plutôt ces thématiques-là qui ressortent principalement. D'accord. Donc plutôt des vacances ski, tennis, équitation, des choses qu'on ne peut pas faire chez soi finalement. Non, tout à fait, oui. Donc il y a le côté... Vous observez ce même phénomène ? Alors, c'est les séjours, ce que dit Lydia, c'est les séjours spécifiques et thématiques qui vont... On va passer un galop, on va passer une étoile. Voilà. En natation, c'est le stage sportif. Mais en même temps, la colonie classique, elle va permettre, et ça on le voit, de découvrir des activités. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir finalement, et dans les colos apprenantes, il y a des dominantes, c'est l'occasion de découvrir une activité nouvelle. La colo un peu multisport. Voilà, multisport, ou même avec un sport spécifique, mais je vais le découvrir pour la première fois. Là, ça peut être le chemin inverse de celui que vous avez vécu, c'est-à-dire je vais découvrir l'équitation pour la première fois et ça va me donner envie de m'inscrire au club et à la rentrée je vais pratiquer cette activité ou un instrument de musique ou pourquoi pas, on a des colos sur toutes les thématiques. On voit des choses incroyables, par exemple j'ai vu des colos comédie musicale, théâtre, Harry Potter pour les séjours, je ne sais pas si vous faites Harry Potter mais il y a j'en ai vu avec des thèmes comme ça. Il peut y avoir des visites. Voilà, avec des visites, etc. Donc c'est incroyable en fait. Il y a une forte demande de thèmes comme ça. Oui, mais je pense que c'est ce que les parents et surtout les jeunes recherchent, c'est de pouvoir soit continuer le sport qu'ils font déjà principalement, ou d'essayer quelque chose de nouveau. On a parfois des jeunes qui vont faire du golf, c'est quand même un sport, je pense, qui est un peu moins répandu. Et en fait, ils adorent, et c'est déjà arrivé plusieurs fois que les parents reviennent vers nous en disant voilà, il va s'inscrire dans un club de golf et il va continuer parce qu'il a adoré son séjour à l'étranger. Est-ce qu'il y a des parents qui disent moi je veux bien envoyer mon enfant en séjour linguistique, mais je veux partir avec lui? Alors oui, c'est encore arrivé la semaine dernière. Voilà, j'étais sûre de ça. Les parents un peu pot de colle. On comprend. Qui veulent aussi apprendre l'anglais et faire du golf. Moi, je suis preneuse. Dans un sens, ça reste positif parce qu'ils veulent quand même donner cette opportunité à leur enfant en étant pas très loin, d'accord, mais c'est quand même une première séparation aussi, et si ça peut rassurer les parents, il y a des formules qui existent et qui peuvent accommoder ce genre de demande, et voilà, si ça se trouve, comme ça va bien se passer, la deuxième fois, eux, ils resteront dans le pays et puis leur jeune partira à l'étranger. C'est quoi ce genre de formule concrètement? C'est-à-dire que vous autorisez parfois certains parents à venir s'installer pas très loin pendant le premier séjour? C'est ça. Dans ce cas-là, en général, alors le jeune va participer à la formule de jour, et donc un petit peu comme des camps de proximité. On va déposer son enfant le matin et on revient à la fin de la journée le chercher. D'accord. Voilà. Ou alors il y a toute la famille qui est accueillie dans la famille d'accueil en Angleterre, imaginons. Ça, c'est très rare. C'est possible, mais ça reste très rare parce qu'il faut avoir la place aussi forcément pour toute une famille. Toute la famille qui débarque. C'est plutôt le côté logistique qui pose en général un peu problème à ce niveau-là. Mais aux États-Unis, j'ai vu qu'il y avait des summer camps familiaux. C'est quelque chose qui se développe beaucoup, où il y a toute la famille qui fait les activités sportives proposées dans le camp aux États-Unis.
Oui, c'est possible, ça existe. De toute façon, il existe à peu près tout à l'heure actuelle, ce qui est génial aussi parce que c'est très diversifié. Mais aux États-Unis, oui, c'est possible. Donc ça peut régler le problème des parents qui ont du mal à quitter leurs enfants. Oui, alors je sens que vous êtes contre l'idée. Non, je ne suis pas contre l'idée. Je me dis que c'est une belle complémentarité. Par contre, il faut vraiment. Enfin, quel dommage de ne pas offrir cet espace, quoi. Enfin, moi, pour l'avoir vécu aussi enfant, on est aussi différents en séjour. Bien sûr que l'enfant, il va avoir peur d'aller dans un endroit qu'il ne connaît pas, peut-être avec certains enfants qu'il ne connaît pas. Il aura au moins autant d'appréhension que les parents au départ. Mais qu'est-ce que ça fait grandir de dire finalement j'ai su aller vers l'autre, j'ai appris, et ça, quel cadeau pour les parents, quel cadeau à leur enfant de permettre cela. Donc vraiment il faut garder cette complémentarité, et moi j'ai tellement peur d'une société où on reste chacun dans l'entre-soi. Avec les parents hélicoptères, vous savez, les fameux parents qui dirigent tout. Et finalement, quelle société on va faire demain si on n'apprend pas à se connaître, à avoir des points de vue différents, à échanger, et tout ça, les séjours collectifs le permettent. D'autant plus que autant les parents, il y en a certains qui peuvent être stressés à l'idée de laisser partir leur enfant, mais souvent les enfants eux-mêmes, ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir partir 3 semaines et que les parents leur fichent la paix, quoi. Donc, Ou les parents peuvent rendre leur enfant stressé aussi. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, ils transfèrent en faire leur stress, alors que l'enfant, il gère de son côté. Et s'il y a un problème, par exemple, c'est déjà arrivé, où le parent, il est loin, donc il ne sait pas agir tout de suite. Il va justement stresser son enfant. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut faire confiance aux personnes et aux responsables sur place aussi, qui ont l'habitude. Dernière question. Alors, justement, ça fait une bonne transition. Comment vous gérez les téléphones portables ? Ah, je vois qu'il y a un petit moment un silence. Non, il y a différentes façons, mais allez-y. En général, les jeunes, ils sont autorisés à avoir leur téléphone portable. Après, ça dépend évidemment les âges. Voilà, un enfant de 8 ans ne va pas forcément toujours avoir un téléphone portable non plus. Mais pour les ados, en tout cas, en général, ils sont autorisés. Pour certains camps, cela dépend. Ils peuvent être autorisés à avoir leur portable à certaines heures, par exemple, pour donner des nouvelles aux parents, ce genre de choses. Donc, ça reste en général assez contrôlé quand même. D'accord. Anne Carayon, oui. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que la majorité des séjours aujourd'hui autorisent le téléphone portable, mais de telle heure à telle heure, sur un temps libre. Et on se rend compte aussi, c'est pareil, il y a eu des études qui ont été faites, que c'est finalement aussi un objet de socialisation. C'est-à-dire que même entre eux, ils vont échanger sur tiens, mais moi je vais voir ça. Ils font un petit groupe WhatsApp du séjour. Voilà. Il faut apprendre à se déconnecter, à le laisser, ce qu'ils font très très bien. Donc c'est pour ça qu'il y a un cadre et qu'il n'est pas accessible tout le temps, mais il faut aussi apprendre à l'utiliser. Et c'est aussi ça finalement qu'on apprend à faire. J'ai vu qu'il y avait des camps scouts où le téléphone était interdit pendant tout le séjour. Alors il y a aussi des camps scouts où de toute façon ils ne passent pas. Ah oui, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de raison. Ah, ça sent le vécu, là. Donc là... Personne ne peut tricher. Voilà. Même sur l'heure autorisée... C'est vrai que quand on est dans des endroits un petit peu lointains. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'espère que ça donnera beaucoup aux familles et à tous les jeunes qui nous regardent de partir en colonie de vacances ou en séjour intelligent ou apprenant. Donc je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission de Paris d'École sur le Figaro TV. À très bientôt.